Préparez-vous à déchaîner votre rage dans un épisode explosif. Aujourd'hui, on plonge dans l'abîme où la musique live, cette expérience brute et viscérale, est devenue un luxe que seuls les plus riches peuvent s'offrir. Vous êtes fatigué de voir les prix des billets flamber à vue d'œil? Marre de ces files d'attente qui s'étirent à l'infini? Restez avec moi, car nous allons mettre à nu les dessous scandaleux de cette industrie sans pitié. Alors enflammez les commentaires, partagez votre frustration et surtout, accrochez-vous car ça va secouer. Bonjour les sauvages, je m'appelle Monsieur Claude et je travaille pour la boîte sauvage. Alors let's go, motherfuck! Remontons en 1993 lors du Zoo TV Tour de U2. Une place coûtait 200 francs, soit environ 30,49 € après conversion. Aujourd'hui, pour assister à l'une de leurs dernières tournées, il fallait débourser plus de 300 € pour une place. En 30 ans, le SMIC a augmenté de 58%, tandis que le prix des billets de concert a explosé avec une hausse de 880%. Oui, je sais, ça donne le tournis. Un écart abyssal qui montre bien à quel point la musique live est devenue un produit de luxe, inaccessible pour une grande partie du public. Avant de pointer du doigt les responsables et d'ouvrir la boîte de Pandore, remontons un peu le temps. Au 19e siècle, dans l'Amérique post-esclavagiste, une étincelle musicale jaillit des champs de coton et des modestes bars de campagne. Le blues, dérivé de l'expression anglaise Blue Devils, émerge comme un exutoire pour les anciens esclaves et les travailleurs opprimés. C'est un cri du cœur, une catharsis face à la douleur. Went down to the river Jordan. Dans des lieux rudimentaires souvent construits de planches usées, hommes et femmes se rassemblent pour chanter et danser. Cette musique brute, sincère, universelle et accessible à tous devient un refuge. Un moyen de transformer la souffrance collective en une communion vibrante. Les années 30 et 40 marquent un tournant. Le blues quitte les champs et les bars poussiéreux pour s'épanouir dans les grandes villes comme Chicago et Memphis. Il s'électrifie, s'amplifie. Des figures emblématiques telles que Robert Johnson, Howlin' Wolf et Muddy Waters transforment le blues rural en une expérience urbaine. Les bars et clubs deviennent des temples du rythme et de l'émotion brute, attirant un public de plus en plus diversifié. La musique n'est plus seulement le reflet d'une douleur. Elle devient une force pour revendiquer sa place dans un monde en pleine mutation. When you see me running, no, don't make me late. Dans les années 50 et 60, cette essence du blues donne naissance à un phénomène qui révolutionnera la musique, le rock'n'roll. Elvis Presley, Chuck Berry et d'autres puisent dans cet héritage pour créer des rythmes qui font vibrer les foules du monde entier. Les scènes grandissent, les amplis grondent et les concerts deviennent des événements culturels majeurs. Pourtant, malgré cette explosion, l'esprit du blues persiste, ce besoin de rassembler les âmes autour d'une émotion partagée. Les années 70 sont l'âge d'or des festivals et des concerts épiques. Des événements comme Woodstock en 69 symbolisent ce changement. Des foules immenses, parfois des centaines de milliers de personnes, unies par une même vibration. Les billets sont si bon marché que même ton voisin fauché pouvait s'offrir une part du rêve. Des légendes comme Led Zeppelin, Pink Floyd et Jimi Hendrix élèvent le concert au rang d'art total. La musique live reste fidèle à son essence, un moment de communion, une célébration collective transcendant les barrières sociales. Dans les années 80 et 90, assister à un concert reste accessible à presque tous. Pour quelques dizaines de francs, l'ancêtre de l'euro, on peut applaudir des artistes de renommée mondiale. Les tournées de géants comme Michael Jackson, Madonna ou U2 attirent des foules massives sans pour autant exploser les budgets. Les festivals se multiplient, les scènes locales fleurissent et la magie des premiers arrivés, premiers servis perdure. Pas de carré or, ni de fausses VIP. Seule la détermination compte. Ceux qui patientaient des heures devant les grilles étaient récompensés. Voilà ce qu'était la méritocratie musicale. Puis vers les années 2000, le système a changé, insidieusement. Les loges VIP, les parcs premium, les fosses réservées ont fragmenté le public. Ce qui était autrefois un espace d'égalité est devenu le reflet des inégalités sociales. Les premiers rangs ne sont plus accessibles à ceux qui arrivent tôt, mais à ceux qui peuvent payer le prix fort. C'est là qu'entre en scène un acteur clé, Ticketmaster.
Ticketmaster, le Thanos de la billetterie de concert, c'est l'histoire d'une entreprise fondée en 1976 qui n'a pas tardé à imposer sa domination. En rachetant Ticketron en 91, elle s'est érigée en leader incontesté du marché. Fort de cette position, Ticketmaster a instauré un système opaque où s'ajoutent des frais quasi arbitraires. Frais de service, frais de traitement, frais de livraison. Résultat, le prix final des billets explose, souvent au dernier clic, avec des majorations pouvant atteindre jusqu'à 30% du tarif initial. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le marché parallèle des billets, où les places se revendent à des prix exorbitants, constitue l'autre face de la médaille. Oubliez le petit revendeur du coin. Ici, on parle de réseaux organisés qui exploitent le marché de la billetterie à grande échelle. Dès l'ouverture des ventes, ces groupes achètent en masse les billets des concerts les plus prisés grâce à une armée d'ordinateurs et des centaines de cartes bancaires anonymes. Objectif ? Contourner les quotas, rafler un maximum de places et les revendre à prix d'or. Ce n'est qu'en 2012 qu'une loi enfin interdit la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur initiale sans l'accord des organisateurs, avec des amendes allant jusqu'à 30 000 € en cas de récidive. Mais malgré cette réglementation, le marché noir des billets ne s'est pas arrêté. Certains revendent encore des places à 5 fois leur prix. Et le pire, c'est que ces sites illégaux sont souvent mieux référencés que les plateformes officielles. Résultat, des milliers de spectateurs continuent de se faire piéger, payant des sommes astronomiques pour assister à un concert. Certains soupçonnent même Ticketmaster d'entretenir ce système via ses propres plateformes de revente, prélevant au passage des commissions supplémentaires. Un cercle vicieux. Plus la demande est forte, plus les prix grimpent, et plus Ticketmaster en profite. Belle transition pour vous expliquer qu'aujourd'hui, l'industrie du concert est dominée par la tarification dynamique. Un système où les prix de billets fluctuent en temps réel selon la demande. Déjà bien ancrée aux États-Unis, cette méthode pousse les prix vers des sommets inaccessibles pour le grand public. Comment cela fonctionne, vous allez me dire? Eh bien, comme pour le marché parallèle des billets, plus la demande est forte, plus le prix augmente. Rien de nouveau en apparence. Personne ne sera surpris du fait que le caviar est cher, vu sa rareté et la fameuse loi de l'offre et la demande. Mais, et c'est là toute la fourberie, le prix des œufs d'esturgeon est fixé avant le début des fêtes, alors que lors de la vente en ligne des places de concert, le prix évolue en temps réel. C'est ça, la tarification dynamique. Plutôt démoniaque, non? L'an dernier, il fallait débourser 800 $ en moyenne pour voir Adele à Las Vegas, avec certaines places atteignant plus de 42 000 $. Une somme délirante, qui illustre à quel point l'algorithme de Ticketmaster a explosé toutes les barrières tarifaires. Même constat pour Taylor Swift ou Bruce Springsteen, dont les billets sont passés d'une centaine à plusieurs milliers de dollars en quelques minutes. Mais au-delà des prix astronomiques, l'expérience consommateur ne s'est pas améliorée. Payer un billet 100 ou 5 000 $ ne change rien au désagrément. File d'attente virtuelle interminable, problèmes techniques récurrents, frais de billetterie exorbitants, impossibilité de choisir précisément sa place dans la salle, une frustration immense pour les fans qui paient toujours plus sans recevoir mieux. L'affaire récente impliquant Taylor Swift a ravivé les tensions. Lors de la mise en vente des billets pour son Eras Tour, le site de Ticketmaster a littéralement implosé face à l'afflux de fans, laissant des milliers d'entre eux frustrés. Sur le marché secondaire, les prix atteignaient des sommets frôlant les milliers de dollars pour un simple billet. I didn't get tickets to the Taylor Swift concert, and I waited in line for like 6 hours, and now they're going for resale on StubHub for like $8,000. L'annonce de la reformation d'Oasis a déclenché un chaos numérique similaire. Des millions de fans ont tenté d'acheter un billet pour l'un des concerts des frères Gallagher prévus à l'été 2025. Résultat, Ticketmaster avait discrètement activé la tarification dynamique, faisant grimper un billet affiché à 89 € le matin, pouvait grimper jusqu'à 500 € en fin de journée. Le concert de Coldplay en Inde est un autre exemple frappant de cette dérive. Avec près de 10 millions de demandes, les billets initialement vendus entre 26 et 128 $ ont atteint des prix vertigineux grimpant jusqu'à 9 600 $. Face à ces abus, les autorités commencent à réagir. En mai dernier, le procureur général des États-Unis a déclenché un procès historique contre Live Nation et Ticketmaster, les accusant de monopole abusif et de causer un préjudice massif aux consommateurs. Pourtant, certains artistes ont pris la défense de Ticketmaster. Bruce Springsteen, autrefois icône de la classe ouvrière, s'est attiré la foudre de nombreux fans en justifiant cette explosion des prix. À l'inverse, quelques rares musiciens se dressent contre ce système. Robert Smith de The Cure, Neil Young, Nicolas Sirkis d'Indochine ont exprimé leur mécontentement, tandis que Billie Eilish et Bruce Dickinson d'Iron Maiden a explicitement interdit la spéculation sur ces billets, le précisant sur Ticketmaster lui-même.
Cette controverse n'est pas nouvelle. Dans les années 90, le groupe Pearl Jam avait déjà tenté de défier Ticketmaster, dénonçant des frais abusifs et un contrôle monopolistique du marché. Bien décidés à organiser leur propre tournée en contournant le système, ils s'étaient heurtés à un mur. La plupart des salles de concert étaient sous l'emprise de Ticketmaster. Une bataille perdue, mais qui a marqué les esprits. Clearly I remember picking on the boy, seemed a harmless little we unleashed a lion, yeah. Si cette domination inquiétait déjà à l'époque, elle a pris une toute autre dimension en 2010, lorsque Ticketmaster a fusionné avec Live Nation, le plus grand promoteur de spectacles au monde. Imaginez Sauron et Voldemort décidant de faire équipe. Un duo terrifiant qui contrôle l'univers des concerts. Aujourd'hui, Ticketmaster et Live Nation ne se contentent plus de vendre des billets. Comme l'œil de Sauron, ces deux mastodontes surveillent et régissent presque tout. Billetterie, salles, tournées et même les artistes. Ce pouvoir absolu leur permet d'augmenter sans complexe les frais, rendant l'expérience des concerts de plus en plus coûteuse et exclusive. La musique live, autrefois accessible et fédératrice, est désormais un luxe. Un rêve que seuls les plus riches peuvent encore se permettre. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, la crise du Covid est arrivée. Imaginez un monde à l'arrêt. Plus de festivals, plus de soirées dans des salles bondées, plus de frissons partagés au rythme de la musique live. La pandémie a imposé un silence total sur les manifestations culturelles pendant près de 2 ans. Et lorsque les restrictions ont enfin été levées, l'envie de revivre, de rattraper le temps perdu, a explosé. Un retour à la normale? Pas vraiment. Ce que nous avons connu, c'est un véritable embouteillage culturel. Une suroffre de concerts, de festivals, d'événements en tout genre. Il fallait bien dépenser le budget culturel. Les artistes voulaient retrouver leur public, les spectateurs en redemandaient, mais cette ruée massive a entraîné des effets inattendus. D'abord, une pénurie criante de matériel et de techniciens qualifiés. Pendant la pandémie, de nombreux professionnels du spectacle vivant, privés de travail pendant des mois, ont dû se reconvertir ou quitter définitivement le secteur. Lorsque la machine s'est remise en marche, il devenait évident qu'il manquait des bras et des cerveaux pour répondre à une demande aussi intense. Les organisateurs ont alors dû faire face à une flambée des coûts pour s'assurer les services des meilleurs talents techniques, alourdissant considérablement la facture. Et la sécurité, n'en parlons même pas. Les équipes de sécurité, essentielles pour la tenue des concerts, se sont retrouvées en position de force, avec une demande qui explosait et un nombre limité de professionnels qualifiés. Leurs services se négociaient à des tarifs bien plus élevés qu'avant. Pour garantir la présence d'équipes compétentes, les organisateurs ont dû proposer des conditions particulièrement attractives, ce qui a mécaniquement fait grimper les coûts des événements. Mais ce n'est pas tout. Les matières premières nécessaires à la construction des scènes, à la fabrication des équipements techniques, ont connu des hausses spectaculaires. L'inflation mondiale, alimentée par les perturbations des chaînes d'approvisionnement, a aggravé la situation. À cela s'ajoute l'augmentation des prix des transports, notamment pour les tournées internationales. Ce cocktail explosif a fini par se répercuter directement sur le prix des billets, alourdissant la facture pour les spectateurs. Un exemple frappant. Le groupe Anthrax, tout comme Mastodon, a été contraint d'annuler sa tournée européenne en 2022, face à des coûts logistiques et de production qui avaient doublé, voire triplé. Il aurait été devenu impossible de rentabiliser leurs concerts, même avec des salles pleines. Une réalité brutale qui illustre parfaitement les défis auxquels le secteur est confronté depuis la pandémie. Un autre exemple, avec chiffres à l'appui, en 2019, Vald relève un défi de taille. Se produire pour la première fois à l'Accor Arena. La salle est comble, avec 16 000 spectateurs en liesse. Sur le papier, tout semble parfait. Pourtant, derrière ce succès apparent, se cache un gouffre financier. Le rappeur termine la soirée avec un déficit de 500 000 €. Pourquoi un tel échec économique, malgré un public au rendez-vous? La réponse tient à un mot. Les coûts. Les billets vendus en moyenne à 45 € ont généré environ 700 000 € de recettes. Mais cela n'a pas suffi à couvrir les dépenses astronomiques liées à la production du spectacle. D'abord, la location de la salle à elle seule coûte entre 50 000 et 70 000 € par soirée. À cela s'ajoutent des frais colossaux pour la scénographie, le matériel technique, les effets spéciaux, sans oublier la promotion, la logistique et la rémunération de toutes les équipes, des techniciens aux musiciens. Des détails qui pèsent lourd. Même le simple rideau de Bercy, utilisé pour masquer le décor en coulisses, coûte à lui seul 4 200 €. Face à de telles dépenses, il aurait fallu vendre les billets à un prix avoisinant les 90 € pour espérer réaliser un bénéfice. Mais dans le milieu du rap, c'est mission impossible. Le public est majoritairement jeune, avec un pouvoir d'achat limité, rendant inconcevable des tarifs aussi élevés. Et ça, c'était avant même le Covid. À l'époque, les coûts étaient déjà prohibitifs, rendant difficile la rentabilité des concerts. Alors imaginez ce que cela représente aujourd'hui.
Young Money, Lil Wayne in the music trap. Mais attention, les artistes ne sont pas en reste. Dans un monde où les ventes d'albums s'effondrent et où les plateformes de streaming les rémunèrent à coups de miettes, il faut bien trouver d'autres sources de revenus. Car oui, les jets privés et les soirées luxueuses ne se paient pas tout seuls. Résultat, les cachets atteignent des sommets vertigineux, souvent des années-lumière des préoccupations du fan moyen. Prenez Billie Eilish par exemple, pour son concert à Rock en Seine en 2023. Elle a touché un joli chèque d'1,5 million d'euros. Pas mal pour presque 2 heures sur scène. Mais ce n'est rien comparé à des mastodontes comme les Red Hot Chili Peppers qui ont empoché 2 millions d'euros pour leur show aux Vieilles Charrues la même année. Vous pensiez qu'on avait atteint le sommet? Détrompez-vous. Iron Maiden a encaissé eux aussi 2 millions d'euros pour leur passage au Hellfest en 2023. Tandis que Metallica a fait encore plus fort avec un cachet de 3 millions d'euros pour le même festival, mais en 2022. Et si vous pensez que c'est le plafond, Guns N' Roses est là pour exploser les compteurs. 14 millions de dollars pour seulement 2 concerts à Coachella. Oui, vous avez bien lu, 2 dates, des millions à la clé. Côté francophone, on n'est pas en reste non plus. Des artistes comme Angèle ou Orelsan peuvent toucher jusqu'à 250 000 euros pour une simple performance en festival. Vous êtes trop con. Simple. Basique. C'est sûr que ça fait mieux qu'un stream à 0,003 centimes d'euros la lecture. Alors la prochaine fois que vous achetez un billet hors de prix, souvenez-vous, ce n'est pas seulement pour l'amour de la musique, c'est aussi pour financer des cachets qui feraient rougir même un PDG du CAC 40. Alors, où allons-nous? Aujourd'hui, les concerts ne sont plus ces instants de pure communion. Ils sont devenus des produits de luxe, vendus à prix d'or, réservés à ceux qui peuvent aligner les zéros. Mais doit-on accepter cette fatalité? Doit-on plier sous le poids de la machine à cash qui a vidé la musique de sa sueur et de son âme? Non. Le combat n'est pas terminé. Il appartient à chacun, artiste, fan, organisateur, de rallumer la flamme, de ramener un peu d'équité dans ce paysage gangréné par le profit. Heureusement, la scène locale résiste encore. Mais combien préfèrent claquer des centaines d'euros pour voir un artiste botoxé, figé dans un show sans âme, où la magie s'est évaporée au profit d'un spectacle calibré à la minute près? Combien passent à côté de cette énergie sauvage, brute, authentique, qu'un groupe affamé déverse sur scène dans un club miteux pour 20 balles à peine? What you... Alors on fait quoi? On subit? Non. Soutenons les artistes indés, les petites salles, les initiatives locales. Boycottons les plateformes abusives. Que tu sois dans un bar poisseux ou un club en fumée, les notes claqueront toujours comme des vagues contre la digue du Vieux-Port. Qu'est-ce que tu choisis? Le vernis ou la rage? L'illusion ou le feu sauvage de la vraie musique? Le choix t'appartient. Un immense merci à vous tous, les vrais, ceux qui font vivre cette chaîne, qui partagent, qui commentent, qui débattent, qui râlent, qui kiffent, bref, ceux qui font du bruit. On dépasse les 5500 sauvages et je vous le dis, ce n'est que le début. Ensemble, on mettra le volume encore plus fort. Continuez à balancer vos avis, vos idées, vos coups de gueule dans les commentaires. C'est ici que la discussion continue, que la passion grandit. Et si en plus vous likez, partagez et ramenez d'autres sauvages dans l'aventure, vous m'aidez à pousser encore plus loin les prochaines vidéos. D'ailleurs, restez connectés. Des shorts bien sentis vous attendent sur Insta, TikTok et YouTube Short pour entretenir la flamme. Et en parlant de feu, la prochaine vidéo long format racontera l'histoire d'un musicien qui a révolutionné la musique. Et promis, ce n'est pas un terrible mensonge. Et d'ici là, n'oubliez pas que le rock'n'roll n'est pas mort.